Merci de nous suivre depuis le quartier Birankiem dans la ville de Ouesso, département de la Sangha. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé cet après-midi à Astana au Kazakhstan. Le chef de l'État entame un séjour de travail de 72 heures dans ce pays d'Asie centrale. C'est à suivre en début de journal. Nous parlerons également du démarrage sur l'ensemble du territoire national des concours directs du ministère de l'Enseignement technique et professionnel. 6 468 candidats prennent part à 16 examens. Les épreuves écrites ont été lancées à Ouesso dans la Sangha par le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé. En entretien exclusif, nous serons avec l'artiste musicien Roga Roga, patron du groupe Extra Musica Zangoul, qui rentre fraîchement de Paris. Bonsoir Roga Roga. Bonsoir Rech. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà pour la trame de cette édition. Merci d'être avec nous. Vers une consolidation des liens mutuellement bénéfiques entre le Congo et le Kazakhstan, c'est dans cette optique que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a effectué le déplacement de Astana. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi dans ce pays d'Asie centrale. Roch Kiamba pour le reportage. Astana est la capitale de la République du Kazakhstan depuis 1998. Cette ville se distingue par une architecture avant-gardiste où se côtoient gratte-ciel et monuments modernistes. C'est donc dans cette ville futuriste que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce jeudi 1er août 2024 pour une visite officielle sur invitation de son homologue du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. Le chef de l'État est salué à sa descente d'avion par la délégation du Kazakhstan conduite par son vice-ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Congo en Russie avec juridiction dans 12 pays dans le Kazakhstan. En effet, Brazzaville et Astana, qui échangent régulièrement les délégations, sont déterminés à asseoir un cadre juridique à leur coopération bilatérale dont les bases sont jettées depuis 2019. La République du Congo, qui est engagée dans la diversification de son économie, fonde de grands espoirs sur cette coopération en exploitant le potentiel économique du Kazakhstan. Nous revenons au Congo. L'ambassadrice de Chine au Congo était chez le ministre de la Coopération internationale, Denis Christelle Sassou Nguesso. Sur la table de discussion entre les deux personnalités figurait la question relative aux préparatifs du Forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra en Chine sous peu. Compte rendu d'audience, Espoir Dylan Moukoko. À la coopération internationale du Congo, la diplomate chinoise est venue pour les derniers réglages du FOCAC, Forum de coopération Chine-Afrique, qui pointe à l'horizon. Le nouveau sommet du FOCAC se tiendra du 4 au 6 septembre à Pékin. Et comme vous le savez, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso va effectuer sa 17e visite en Chine. Donc, c'est l'agenda le plus important pour les relations bilatérales et pour l'ambassade de Chine et pour moi-même. Sous le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avantages partagés Chine-Afrique de haut niveau ». Pour les deux parties, c'est une vision louable. Je suis persuadée que le Congo peut jouer un rôle plus important et plus positif au mécanisme du FOCAC. C'est une aubaine pour la République du Congo qui y sera représentée au plus haut niveau pour consolider davantage ce lien indéniable. Du ministère de la Coopération internationale, nous prenons la direction du Parlement. En plénière hier, les députés se sont appropriés les conclusions du forum sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit tenus à Pointe-Noire à l'initiative du Conseil congolais des chargeurs. La séance a été dirigée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Bouiti-Viodo. Récit Cyril Safoubati. Les coûts de passage portuaire sont l'ensemble des frais des opérations et formalités liées à la marchandise au port de transit et supportés par les chargeurs. Ces frais et formalités opèrent le panier de la ménagère,
d'où l'intérêt de la restitution à l'Assemblée nationale des conclusions du forum sur les coûts et délais de passage portuaire des marchandises et corridors de transit par le Conseil congolais des chargeurs. Plus les coûts de passage des marchandises au niveau des plateformes de rupture de charge sont élevés, mais la finalité, c'est le consommateur final qui va le supporter. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Bouti-Fiudo, a, au nom du président de l'Assemblée nationale, Isdon Vouba, salué la pertinence de cette étude. Cette problématique qui concerne le panier de la ménagère doit participer au progrès social pour tous dans la solidarité, comme inscrit au fronton du 9e axe du projet de société du président de la République. J'ai cité « Ensemble poursuivons la marche ». Cette restitution sous format de plénière n'a pas échappé à la rigueur de la séance. On nous montre les infrastructures, n'est-ce pas, qui permettent de travailler. Et on nous montre les difficultés auxquelles le Conseil congolais des chargeurs est confronté. Mais pourtant, on attend de ce Conseil des résultats. Les douaniers taxent les produits intérieurs qui partent des villages au chef-lieu. Toutes ces taxes qui sont imposées ici et là à contresens et dans le bon sens, mais c'est un désordre absolu et organisé. La qualité de la chaîne logistique, le professionnalisme et la célérité des procédures sont des leçons à tirer. À l'heure où la zone de libre-échange continentale africaine arrive au galop aux portes de notre pays, il est plus que nécessaire de booster les échanges entre nos pays et de créer les conditions idoines pour améliorer la compétitivité de notre beau pays, le Congo, et ne pas rater le train de cette importante réforme continentale. Cette journée parlementaire a été marquée par la remise de la dite étude au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale par le directeur général du Conseil congolais des chargeurs. Les responsables de l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo étaient récemment face au chevalier de la plume et du micro à la faveur d'une conférence de presse. La question du dépôt des instruments de ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture par le gouvernement congolais auprès du secrétaire général des Nations Unies a fait l'objet des échanges. Sandrine Bassina et Sébastien Aoué étaient pour nous. Cette rencontre des professionnels des médias avec la CAT a permis à Christian Loubassou, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo, d'éclairer la population congolaise sur les nouveaux instruments juridiques et les exigences qui vont s'imposer à notre pays pendant la mise en place du mécanisme national de prévention du projet, la garantie des libertés fondamentales et la dignité humaine des personnes privées de liberté en République du Congo. Le dépôt de ces instruments de ratification est pour notre pays une très grande avancée dans le cadre de la prévention de la torture dans les lieux privés de liberté de notre pays. La mise en œuvre de l'OPCAT ne fait que rapprocher notre pays dans sa volonté de prévenir la torture dans les lieux privatifs de liberté en se fondant sur des éléments suivants. La transparence des lieux de détention, en promouvant un système de visite par des experts indépendants dans les lieux de détention, les prisons, et secondo, en renforçant les capacités en matière de prévention des agents étatiques. Suite à une enquête menée dans les centres de détention à Brazzaville, la CAT a noté. Lorsque nous nous entretenons avec les détenus, on écoutait librement les détenus, on faisait ce qu'on avait à faire, on discutait avec les responsables administratifs et par la suite, on rentrait sans problème. C'est le 26 avril dernier que la République du Congo, par le canal de son gouvernement, a déposé aux États-Unis les instruments de ratification relatifs au protocole facultatif à la Convention contre la torture faisant d'elle état partie au protocole. Voilà, vous l'avez compris que Sandrine Bassina et Sébastien Aoué ont pris part à cette conférence de presse. Cap sur un fondo dans le département de la Likwala, où le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse vient de séjourner dans cette ville du nord du pays. Prince Mikris Kabamboko a fait la restitution des travaux de l'Assemblée générale de son institution et a profité pour échanger avec les jeunes. Lambert Fabrice Okoko. C'est ici, à Ifondo, dans le département de la Likwala, que le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse a bouclé sa tournée de restitution des conclusions des travaux de l'Assemblée générale de l'institution dont il a la charge. Devant la jeunesse de ce département, Prince Mikris Kabamboko a fait la même pédagogie comme partout où il est passé.
Nous avons eu le bonheur de remettre au premier jeune Congolais, au premier citoyen congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'ensemble des préoccupations des jeunes du Congo. Il faut noter qu'à cette Assemblée générale, des jeunes du département de la Likola avaient activement pris part, parce qu'il y a des membres de l'Assemblée générale qui sont ici, mais il était important pour nous de venir toucher du doigt la réalité et nous assurer de l'exhaustivité des propositions faites au président de la République en échangeant avec les autres jeunes qui, eux, n'avaient pas pu faire le déplacement de Brazzaville. Cette descente de Prince Mikris Kabamboko dans la Likola, dernière étape de son périple, intervient après les 11 départements sur les 12 que compte le Congo, où il s'est rendu pour échanger justement avec cette couche en cette année 2024 dédiée à la jeunesse. On quitte Infondo pour le district d'Igné dans le département du Poul. Le sous-préfet de cette localité, Antoine Gervais Okombo-Djele, poursuit les descentes dans les villages. Objectif, échanger avec les populations sur les problèmes qui minent ces villages. On retrouve Lambert Fabrice Okoko. Il poursuit sa tournée dans les différents axes de sa zone de compétence. Après les villages Ingo, Oka Service et Infono, le sous-préfet d'Igné a mis le cap sur Impuni, Boulonkyo, Essio, Oka École Ngoni, village situé dans l'axe Boulonkyo. Dans ces villages, Antoine Gervais Okombo-Djele a échangé avec les populations sur les sujets qui ont trait à l'administration dans toute sa transversalité. Je crois qu'il s'agit maintenant là de renforcer les mêmes communications parce que partout où nous passons, ce sont les mêmes problèmes qui sont posés, ce sont les mêmes soucis qui sont exprimés. Nous écoutons, nous rassurons aux populations d'avoir toujours la confiance avec l'administration que nous incarnons. En tenant compte de l'accessibilité possible par la saison sèche, nous allons amorcer le Grand Mati. Et je crois que c'est un territoire très vaste dans les 58 villages qui compose ma circonscription administrative. Le Grand Mati, c'est le grand record. L'occasion lui a permis de se présenter à ses populations au lendemain de son installation aux fonctions de sous-préfet d'Igné. Que des satisfactions pour cette démarche jugée louable. Vraiment, on est très content parce qu'il y a très longtemps qu'on avait un sous-préfet sur place. Lui, il a eu un échange de fonds, donc il a presque tout entendu. Après ces villages, première, deuxième et troisième étape de sa descente de proximité dans l'axe Boulonkyo, le sous-préfet d'Igné Antoine Gervais Okombo-Djele fixera les regards vers d'autres villages de même plan de travail. Et un peu de littérature dans ce journal pour rendre hommage à un grand nom de la littérature congolaise. Il s'agit de Jean-Baptiste Tati-Loutard. Vous vous en souviendrez certainement. Il était considéré comme l'une des voix majeures de l'Afrique francophone. Il a publié une dizaine de recueils de poésie et obtenu divers prix, dont le Grand Prix de littérature d'Afrique noire en 1987. Eh bien, la communauté littéraire du Congo a commémoré récemment à Pointe-Noire le 15e anniversaire de son décès. Prince Honneur Abanzono pour le commentaire. Une profonde reconnaissance et émotion pour célébrer la mémoire de Jean-Baptiste Tati-Loutard dont le nom résonne encore dans l'univers littéraire de l'Afrique francophone. Un jour mémorable où les Congolais se remémorent 15 ans jour pour jour des souvenirs d'un grand homme aux multiples casquettes. Homme politique et grand icône de la littérature a été compté élu ce 31 juillet 2024 au centre culturel qui porte son nom dans la ville Océane devant les politiques culturelles familles, amis venus nombreux pour accomplir un devoir de mémoire, redécouvrant son œuvre au travers des allocutions pour mettre en lumière le travail accompli par l'homme, des déclarations des textes significatifs de ses œuvres, des exposés détaillants offrant une analyse critique de ce qu'a été Jean-Baptiste Tati-Loutard et ses œuvres. Présente la mère Evelyne Tchichel devant une vérité évidente, n'a pas manqué des mots. La commémoration de ce jour des 15 ans de la disparition de Jean-Baptiste Tati-Loutard revêt à mon sens une double signification, tant l'homme aura acquis une certaine immortalité dans notre conscience collective. Lui témoigner notre reconnaissance pour les diverses réponses apportées aux questions existentielles de sa communauté, ce qui fait de lui un être aimant, social, humble et allocentrique qu'on n'est pas prêt à oublier. Une rencontre agrémentée par la musique de l'orchestre traditionnel moderne Tifumba, c'est-à-dire la fête était à la dimension de l'illustre disparu.
Après la littérature parlant économie, après 22 mois d'activité, le projet d'appui au renforcement de la gouvernance du secteur des industries extractives au Congo vient de se terminer. Ce projet novateur d'assistance technique et de renforcement de capacités incarne l'engagement mutuel entre la France et le Congo à promouvoir les meilleures normes en matière de transparence des industries extractives. Belcharan Ganongo revient sur la cérémonie de clôture. Le projet d'appui au renforcement de la gouvernance des infrastructures dans le secteur extractif au Congo, financé à hauteur de 557 000 €, est arrivé à son terme. Bénéficiaire du Fonds français de solidarité pour les projets innovants, ce projet a permis au Congo de surveiller de près la gestion de ses ressources naturelles. Il a également contribué à la formation de plus de 200 personnes à travers des échanges, des ateliers de formation et de renforcement des capacités. À travers ce projet, mis en œuvre conjointement par le secrétariat permanent à l'ITIE représentant le ministère de l'économie et des finances et Expertise France, la France s'est tenue aux côtés de la République du Congo pour soutenir l'amélioration de la gestion publique et de la redevabilité du secteur de l'industrie extractive. Ce projet FSPI visait à accompagner et préparer la République du Congo pour la prochaine évaluation du dispositif, laquelle sera mise en œuvre selon la norme 2023. Après une durée de 22 mois, cet outil favorisant la transparence et la bonne gouvernance vise à permettre au gouvernement d'accroître les retombées économiques dans le secteur des industries extractives. Cette initiative est le fruit de la coopération économique entre le Congo et la France. Dans le souci de gérer au mieux ses ressources naturelles, la République du Congo, depuis 2004, a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cet engagement dans ce processus, dont l'objectif global est de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans ce secteur, se perpétue inexorablement. La volonté manifeste du gouvernement de la République du Congo de mettre en œuvre cette norme est justifiée par le renforcement de la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Cet appui financier permet de doter la République du Congo des outils nécessaires pour une bonne gestion de ses ressources naturelles, de promouvoir la redevabilité publique de cette politique. L'économie congolaise repose essentiellement sur les ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. La basilique Sainte-Anne du Congo a totalisé 80 ans d'existence. Cette année, vous le savez certainement, plusieurs activités parallèles ont été organisées pour célébrer cet anniversaire dans les tournois de football interparoisse et le Nzango. Les équipes championnes ont reçu leur trophée. Yvan Roca Olumba pour plus de précision. Cette messe qui s'inscrit dans le cadre de la série des activités marquant le 80e anniversaire de la basilique Sainte-Anne du Congo a été marquée par des moments de louange à la gloire de Dieu. Dans son homélie, l'abbé Boris Ngora a exhorté les fidèles à honorer les aînés et à pratiquer leurs conseils. Que chacun prenne conscience pour dire que si jusqu'alors je ne savais pas écouter sur ce que mes parents me donnent au conseil, qu'à partir de maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, que je change de chemin pour dire je dois me mettre à leur école, puisque ma rencontre avec Dieu dépendra aussi de l'écoute et de l'obéissance que j'aurai à réaliser à faire vis-à-vis de ces aides. Juste après cette homélie, il y a eu la séquence des offrandes et de communion. Toujours au cours de cette messe, l'équipe de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, vainqueur du tournoi interparoisse au football, a reçu le trophée. Au Nzango, la coupe a été remise aux sœurs de la basilique Sainte-Anne du Congo. Vous savez que nous on va porter la coupe. On a joué contre Saint-Esprit, donc on a ramené le trophée chez nous dans la basilique. Je suis dans la joie, donc j'ai une immense de joie. Donc je remercie Madame Gisèle Ngondo, je remercie Madame Antoinette, je remercie Colonel Rémi Ayayos, je remercie Papa Diomali et tout le monde et le curé de la paroisse, l'abbé Kelly. Après cette messe, les personnes de plus de 80 ans et plus ont été reçues au presbytère pour une collation.
Culture toujours, la semaine du cinéma africain a été lancée le week-end dernier par le Conseil aux arts et aux lettres du ministre de l'Industrie culturelle. Cette rencontre a pour objectif de créer un cadre d'échange visant à parfaire les connaissances des cinéastes congolais dans le domaine de l'audiovisuel. Larson Mabona a préparé ce lancement. Venus de plusieurs pays africains, ces professionnels de l'art cinématographique se sont donné rendez-vous avec des cinéastes congolais pour une semaine de fructueux échanges à travers des panels d'experts et des ateliers de formation sur les métiers de l'audiovisuel. Brazzaville fait partie de la liste des pays qui sont sur notre liste pour la semaine du cinéma. Dans chaque capitale où nous passons, nous essayons au maximum d'apporter de la formation, d'apporter du renforcement des capacités et surtout de permettre au public de renouer avec le cinéma africain, de réconcilier le public et son cinéma. Voilà pourquoi nous essayons avec la semaine du cinéma d'apporter tant faire que peu ces formations, ces masterclass et surtout ces panels qui permettent de trouver les voies et moyens de développer notre cinéma. Ouvrant les travaux de cette 4e édition, Emeraude Kouka, représentant la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a exhorté la jeunesse congolaise à tirer profit de ces assises pour mieux conquérir le marché africain du cinéma. Nos pays, en Afrique en général, connaissent un certain nombre de difficultés du point de vue justement de l'assouvissement des besoins fondamentaux. Mais c'est aussi l'occasion de renvoyer la balle du côté des artistes parce qu'on ne va pas faire du chauvinisme tout le temps. Consommer du Made in Congo, oui, mais le Made in Congo doit être bien fait. Lancé le 27 juillet 2024, le Festival de la Semaine du cinéma africain baissera ses rideaux le 2 août prochain. En éducation, 6468 candidats affrontent depuis ce matin les concours directs du ministère de l'Enseignement technique et professionnel sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Ghislain Thierry Magessa Ebomé a donné le top départ de ces examens à Ouesso dans le département de la Sangha. Là-bas, les candidats sont au nombre de 118. Isis Onyangue Bizouako. 118 candidats affrontent ces épreuves écrites des concours directs ici au lycée technique mixte de Ouesso. Gypsy Amibiamissou et Gracia Kaka, qui concourent sur l'exploitation, semblent être un peu perturbés. Mais pourquoi donc? Le problème est qu'on me complique à propos de cartes. Donc, comme j'ai amené mon identité, j'avais fait le bac avec les cartes aussi, mais on me complique parce qu'il n'y a pas de photos. Bon, je vais attendre leur décision alors. Je ne sais pas s'ils vont me faire rentrer ou bien dois-je aller chercher la carte, je sais pas. En lançant ces épreuves écrites, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, n'a pas manqué de mots pour édifier cette jeunesse congolaise sur l'importance de ces concours. C'est ici une occasion de rappeler à la jeunesse congolaise que le gouvernement s'occupe de sa prise en charge. Le dernier Conseil des ministres a consacré les concours d'entrée à la fonction publique et les admis au concours d'entrée dans les écoles professionnelles sont exemptés de ce concours d'entrée à la fonction publique, ce qui donne déjà un avantage particulier aux admis à ces différents concours d'entrée dans les écoles professionnelles. Ces candidats qui sont en lice pour intégrer les écoles professionnelles ENMA, ENBA, ENI et NEF ont planché pour ce premier jour sur le français. À présent, je vous propose de suivre ce reportage relatif à l'ouverture du concours de la présentation du journal télévisé couplé au chant gospel, initié par l'émission L'avenir c'est nous de notre consoeur Dorcas Miantama. C'est pour permettre aux enfants et aux jeunes de s'occuper sainement en cette période de vacances scolaires. Que l'émission L'Avenir c'est nous a organisé ce concours de présentation du journal télévisé couplé au chant gospel. 6 candidates sont retenues pour relever le challenge de meilleur présentateur ou meilleure présentatrice du journal télévisé. Parmi les critères retenus, il y a l'éloquence, l'addiction. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Tout de suite les titres. Tenue à Brazzaville de la 37e conférence annuelle d'Assemblée générale du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, en sigle CREDAF. Pour le concours du chant,
9 candidats se démarquent par leur qualité vocale et leur capacité à transmettre les émotions. Présentatrice de l'émission L'Avenir, c'est nous et initiatrice de ce concours, parle du rôle que jouent les médias dans la société. Si la lecture du journal est le petit déjeuner de l'homme moderne, il n'y a point de doute que l'on reconnaît le niveau de la culture d'une nation à travers la qualité de ses journaux. Durant 2 mois environ, chers nominés, vous allez livrer bataille contre vous-même pour prouver à vos parents et à la société congolaise que l'année 2024, dédiée à la jeunesse par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, est un challenge que vous êtes prêts à relever. La phase finale consacrée au chant est prévue pour le 30 août prochain et celle du journal télévisé le 15 septembre. La révérende Carole Andrea Sassou Nguesso est marraine du chant et la directrice des programmes à la télévision nationale, Aline France et Tokabeka, est marraine du journal télévisé. Ici est de signaler que les inscriptions sont toujours en cours. Voilà, merci Arlette Bakala pour le reportage. Santé à présent, le centre de santé intégré de Kisundi, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, a été certifié CSI, meilleur CSI de Brazzaville, pour avoir atteint plus de 80% de critères de performance de qualité des soins maternels et néonatals dans le cadre du projet Mavimpi Yambote, qui bénéficie de l'appui du gouvernement et de l'UNICEF. La cérémonie de certification a eu lieu cet après-midi. Lionel Richi Pemba y était. La date du 1er août 2024 restera gravée à jamais dans les annales de l'histoire du centre de santé intégré CSI de Kisundi à Makelekele, car elle marque la certification de cette structure sanitaire pour avoir atteint plus de 80% de critères de performance de qualité des soins maternels néonatals pour la période allant de septembre 2023 à juin 2024. Ce, dans le cadre du projet Mavimpi Yambote qui bénéficie de l'appui du gouvernement et de l'UNICEF. Avec un score exceptionnel de 92,5% lors des évaluations de juin 2024, ce centre de santé a démontré un engagement sans faille envers l'excellence des soins. À tous les personnels du centre de santé, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations. Satisfait des performances atteintes par ce CSI, le ministre de la Santé en a profité pour lancer la semaine de l'allaitement maternel. Permettez-moi de souligner que cette célébration coïncide avec le début de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette coïncidence est particulièrement significative car l'allaitement maternel est un pilier fondamental de la santé infantile. Je vous souhaite à tous à saisir cette opportunité pour intensifier nos efforts de promotion et de soutien à l'allaitement maternel dans nos communautés. S'en est suivi la remise des certificats aux responsables de ce CSI champion de Brazzaville. Le projet Mavimpi Yambote est bienvenu pour relever les gaps. Nous étions à 87, là nous sommes passés à 92%. Vraiment, je suis très flattée. Au regard de ces résultats, le projet Mavimpi Yambote s'étendra dans l'ensemble du pays, dixit le ministre de la Santé et de la Population. Encore un mot en lien avec la santé. Les travaux du 5e congrès de gynécologie obstétrique ont pris fin hier à Brazzaville. 14 recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux, ceci pour améliorer les soins de santé chez la femme, la mère et le nouveau-né. Les détails avec Sandra Ikwebe Galeko. Après 2 jours d'intenses travaux, ces professionnels de la santé s'engagent, entre autres, à assurer la recommandation de la césarienne en tenant compte des réalités locales et poursuivre la promotion de la surveillance et riposte face aux décès maternels et néonataux. Nous recommandons principalement élaborer les modules de formation sur la gouvernance à l'attention des gynécologues obstétriciens, intégrer dans le curricula des formations des spécialités en gynécologie et obstétrique. Faire le plaidoyer pour l'adoption de la CIM dans les pays. Développer une feuille pour la mise en œuvre de la CIM 11 avec l'appui de l'OMS et des autres partenaires. Ces assises de Brazzaville, qui ont regroupé près de 300 acteurs venus de la France, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et central, ont été bien saluées par les congressistes. Vous êtes sans ignorer que la population nous reproche beaucoup de choses, tant dans notre manière de recevoir
d'autres manières de traiter. Donc nous avons fait le point. Nous sommes allés encore à l'école. Nous, ici, nous prenons l'engagement en tant que société savante, donc des praticiens, de former les praticiens et surtout d'accompagner le gouvernement. Occasion tout indiquée pour le directeur général de la population, Paul Oyere-Moké, d'interpeller la conscience de tout un chacun dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, qui de nos jours reste encore une situation préoccupante dans certains pays à faible revenu et dans les régions en proie au conflit. À Pointe-Noire, le président du Forum panafricain de lutte contre les épidémies et les pandémies, le docteur Didas Christian Bangolo, a organisé hier une journée de sensibilisation des apprenants du centre de formation sur les métiers de pharmacie sur la lutte contre les hépatites virales. Corinne Kwayewe de notre bureau à Pointe-Noire. Au cœur de cette action menée par le Forum panafricain de lutte contre les épidémies et pandémies, sensibiliser d'une part les apprenants du CFMP et de l'autre l'opinion sur la question brûlante de lutte contre les hépatites virales ou toxiques en vue de promouvoir les mesures préventives et curatives accessibles à tous pour des soins de qualité. 80% des personnes infectées par l'hépatite virale vivent en Afrique. On y note plus de 100 000 décès par an alors que le traitement est disponible. Et nous avons pensé, nous au niveau du forum, que le meilleur moyen d'investir sur les femmes, c'est de les aider à être en bonne santé. À vous, qui avez été sensibilisés sur cette maladie, de porter l'information aux autres. Cet appel mondial à la vigilance, la prudence, à s'informer et se former, lancé par l'OMS, a permis au docteur Keke Ikungu d'intervenir sur l'historique, cause, mode de transmission et vaccination pour mieux éclairer les participants à ce propos. Les complications pour les hépatites B, le plus courant ici, c'est la cirrhose ou le cancer du foie. Le vaccin est le meilleur moyen de se protéger contre les hépatites A et B. L'hépatite virale, un véritable problème de santé publique. Comme l'indique le thème « Il est temps d'agir », d'après le FPLEP, il faut vraiment agir, car ce fléau gangrène l'Afrique entière. Reparlons ce soir de la mission conjointe gouvernement-Nations Unies pour l'évaluation de l'impact de l'assistance humanitaire 2024 sur la vie des personnes affectées par les inondations et la collecte des données pour l'élaboration d'une stratégie de relèvement post-inondation. Après les districts de Dongu et d'Enyele dans la Likwala, l'équipe chargée de cette mission a fait la ronde hier, mercredi, des quartiers de la communauté urbaine de Bétou, souvent touchés par la montée des eaux. Héritier Banabélé. Ces canalisations de fortune creusées par les populations n'ont jamais réussi à épargner les quartiers 100 mètres 1 et 100 mètres 2 de la communauté urbaine de Bétou, des inondations qui causent la perte de plusieurs biens matériels et appauvrissent les ménages. Malgré l'assistance humanitaire du gouvernement en février dernier, le chef de la circonscription d'action sociale de Bétou estime que les grands problèmes restent à résoudre. En urgence, c'est d'abord les produits pharmaceutiques. Quand il y a eu la réponse du gouvernement, les produits pharmaceutiques qu'on avait amenés semblaient être insignifiants. Et pendant cette période, vous allez remarquer que l'eau s'inonde un peu partout et ça gagne les champs et autres. Même le manioc qui semblait être un peu gros va perdre sa qualité. Dans cette localité cosmopolite, où les Congolais vivent en harmonie avec les réfugiés centrafricains, rwandais et ceux de la RDC, sans oublier les commerçants ouest-africains, la solution aux inondations réside dans la gestion des eaux de pluie. Bon, le constat est vraiment amer. La particularité ici à Bétou, c'est qu'ils demandent des canalisations pour que les eaux ne puissent plus pénétrer dans leurs maisons. On doit faire l'évacuation des eaux vers le Bangui. Si on arrive à élaborer la stratégie et à la mettre en exécution, ça serait vraiment bien pour la population. Faisant partie de cette mission, une équipe du Fonds des Nations Unies pour la population, FUNIAP, a remis quelques kits hygiéniques aux femmes enceintes lors des rencontres avec les populations qui subissent les inondations à Bétou. Fin du journal, juste le temps du générique fin. Je vous retrouve pour l'entretien exclusif.